Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations. Merci beaucoup de nous accompagner. Eh bien, nous sommes déjà en direct et nous voyons déjà les commentaires ici. Un grand salut à tous et le sujet est vraiment incroyable. Il y a des théories qui expliquent pourquoi cette fermeture du détroit du bus se ferait de manière indirecte ou directe. D'après ce qu'ils affirment, on en profite. Cela pourrait être une sorte de réinitialisation du système. Cela a des fins économiques, mais aussi pour changer certaines politiques au niveau international. Un sujet qui attire l'attention et qui, il semble que certaines puissances en profitent. Nous allons rester attentifs à ce sujet, mais nous allons aussi regarder les actualités du jour. Donc, merci beaucoup de nous accompagner, n'oubliez pas de liker. Nous aurons évidemment les actualités quotidiennes, mais aussi ce sujet spécial aujourd'hui. Quel est le plan? Quelles sont les théories de ce plan, de cet agenda caché dans ce sujet? À propos de cette fermeture, un grand merci à tous ceux qui mettent un like et à ceux qui partagent déjà. Un grand merci à ceux qui nous regardent à la télévision, qui nous regardent sur leur téléphone portable, qui nous écoutent pendant qu'ils sont en voiture, dans le bus ou au travail. Un grand merci aussi à ceux qui sont à la salle de sport. Merci beaucoup. Passons donc aux détails. Nous commençons avec cette image. Ceci vient du mont Minot, nous assistons à une éruption. La montagne là-bas, aux Philippines, est un volcan qui génère cette image. Voyons si nous pouvons la voir. Ceci c'est l'image mise en ligne par Pvolx, qui a ses caméras actives là-bas et qui montre cette activité. Ceci, c'est ce matin selon ce qu'il rapporte. Il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Cette image partagée par le groupe radical Hezbollah est une image qui montrerait un prétendu usage d'un missile. Selon ce qu'il rapporte, ce missile leur aurait été donné par les Iraniens, c'est-à-dire que Hezbollah prétend que les Iraniens leur fournissent un missile qui serait utilisé contre Israël. Celui-ci aurait été lancé vers la ville israélienne de Carmiel. Apparemment, il s'agirait d'un missile balistique tactique à courte portée, le FR-360 de fabrication iranienne. Un sujet évidemment très grave, nous verrons donc s'il y a aussi des réactions de la part d'Israël. Voici cette image, c'est ce que nous voyons en ce moment. Nous voyons des attaques qui ont lieu en ce moment en Russie de la part des Ukrainiens dans cette opération militaire menée par la Russie qui, continue sans s'arrêter. Voici d'autres images de ces attaques. On entend les sirènes, l'opération militaire spéciale de 2 jours, de 2 semaines. C'est évidemment terrible. Écoutez ceci. Voilà donc la Russie après déjà 4 ans de guerre. Évidemment, c'est une partie de ce que l'on vit actuellement. Et donc les cieux rouges, la fumée, les colonnes de fumée qui s'élèvent aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Cela fait partie de ce qu'on vit, mais il y a aussi des colonnes de fumée au Mexique. Cette fois-ci, selon ce que rapportent certains comptes, ils ont montré ces colonnes de fumée. Cela s'est produit à Dos Bocas, ici au Mexique, où un incendie aurait affecté la raffinerie dans l'état de Tabasco, au Mexique. Au passage, salutations à la communauté qui nous regarde à Tabasco. Selon les rapports, 150 soldats, ou plutôt pompiers, tenteraient d'éteindre l'incendie. La présidente mexicaine elle-même aurait publié cela. Là, Pipe montrait cela. Mais bon, la présidente mexicaine donne ce message. Le directeur de Pemex et le directeur de la raffinerie Olmeca disent « On m'informe que l'incendie est localisé exclusivement dans une zone de stockage de coke. » Et il dit qu'il est sans maîtriser. Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant lors des opérations. 150 membres de Pemex participent. Et avec le soutien du personnel de la marine, de la défense et du gouvernement de l'État, Pemex continuera d'informer à travers ses canaux officiels. Voilà le point depuis la présidence. Cette image attire également l'attention. Une image de le Spectrum Index, qui montre ce pari qui est fait dans ces endroits comme celui-ci. Polymarket est celui dans lequel le calcium. Celui de Calchi, similaire à Polymarket. Concurrence, disons. Ce qui montrerait donc qu'il y a une avancée importante du Parti démocrate, qui a aujourd'hui au moins 86% de chances de gagner cela. Il reste encore quelques mois, mais évidemment, cette image que nous voyons inquiète aussi à la Maison-Blanche. Ici, nous voyons une éruption, je ne sais plus à combien nous en sommes, parce qu'il y en a eu pas mal du volcan Kilauea là-bas à Hawaï. Ces images de l'USGS, qui, partagent toujours l'activité de ces volcans.
Pour ceux qui ne font qu'écouter, je vous informe que nous voyons une fontaine de lave avec une colonne de fumée. Ceci selon ce que montre le même service sismologique des États-Unis. Il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Eh bien, c'est cette façon de faire de l'exercice pour ceux qui ont joué à Tetris. Vous me comprendrez, c'est-à-dire qu'ils ont des haltères, mais en même temps, ce sont les haltères qui déplacent le Tetris, pas celui qui le fait tourner, mais celui qui le fait descendre, etc. Donc, eh bien, évidemment. Eh non, mais imagine que c'est au moins divertissant, parce que souvent les haltères peuvent être ennuyeuses. Bon, au moins comme ça va être amusant pour renforcer un peu les bras. Eh bien, c'est au moins ce que cette personne essaye de faire. C'est aussi une façon créative de faire de l'exercice. Eh bien, une autre image qui attire l'attention, c'est le message que donne Melania Trump elle-même à propos de l'affaire. Écoutons ce qu'elle dit. Je n'ai jamais été amie avec Epstein. Donald et moi avons été invités aux mêmes fêtes qu'Epstein de temps en temps, car il est courant de se retrouver dans les mêmes cercles sociaux à New York et à Palm Beach. Pour être clair, je n'ai jamais eu de relation avec Epstein ni avec sa complice, Maxwell. Ma réponse par email à Maxwell ne peut être considérée que comme une correspondance sans importance. Ma réponse polie à son email n'est rien de plus qu'une note insignifiante. Je ne suis pas victime d'Epstein. Epstein ne m'a pas présenté à Donald Trump. J'ai rencontré mon mari par hasard lors d'une fête à New York en 1998. Cette première rencontre avec mon mari est détaillée dans mon livre « Melania ». La première fois que j'ai croisé Epstein, c'était en 2000 lors d'un événement auquel Donald et moi avons assisté ensemble. À ce moment-là, je n'avais jamais rencontré Epstein et je n'avais aucune connaissance de ses activités criminelles. De nombreuses images et déclarations fausses concernant Epstein et moi circulent sur les réseaux sociaux depuis des années. Attention à ce que vous croyez. Ces images et ces histoires sont complètement fausses. Il y a aussi cette image de Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, disant ce qui suit. J'en ai assez que les familles de tout le pays voient leurs factures d'énergie augmenter et diminuer. Les entreprises aussi ont des factures qui augmentent et diminuent à cause de l'énergie en raison des actions de Poutine ou de Trump dans le monde. L'économie est... Eh bien, la comparaison est intéressante. Cette image du même Netanyahou en train de parler attire aussi l'attention. Eh bien... Un message à Israël. Chers habitants du Nord, je suis fier de vous. Vous continuez à rester fermes. Je veux vous dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous frappons durement le Hezbollah et n'arrêterons qu'une fois la sécurité rétablie. Nos énormes réussites, tant en Iran que contre l'axe du mal, ont apporté un changement historique dans la position d'Israël dans la région. Elles ont également apporté un changement dans notre pays, nos relations avec des pays, des relations qui n'existaient pas auparavant. Après des demandes répétées du gouvernement libanais pour entamer des négociations de paix avec nous, j'ai donné hier instruction au cabinet d'entamer des négociations directes avec le Liban afin d'atteindre deux objectifs. Premièrement, le désarmement du Hezbollah et deuxièmement, un accord de paix historique et durable entre Israël et le Liban. Israël est plus fort que jamais. L'Iran est plus faible que jamais. J'ai déjà conclu 4 accords de paix avec des pays arabes. J'ai l'intention d'en conclure davantage. Une paix authentique fondée sur la force. Eh bien, aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets importants. Tout d'abord, nous avons vu Melania Trump parler de l'affaire Einstein. Ils assurent qu'une série de documents et d'affaires très graves arrivent. C'est pourquoi elle a publié cette vidéo pour prendre les devants. Ce qui arrive dans les prochains jours ou semaines, assure-t-il, est scandaleux.
Voilà pourquoi elle essaie en ce moment d'imposer son récit en disant tout ce qui lui passe par la tête. Celui-ci, je ne le connais pas. Je n'étais pas au courant, j'ignore comment cela s'est passé. Ce qui se passe actuellement à Téhéran attire aussi l'attention. Il y a des explosions qui ont été entendues dans la capitale iranienne. Il y a, où on enregistre, de multiples bruits d'explosions à différents endroits dans la zone nord-est de Téhéran. Cela a commencé depuis le petit matin. Eh bien, pour eux, déjà pour le 10, pour ce qui serait, je comprends, la journée de la santé. Maintenant, il a aussi parlé de la santé. Voyons voir. À Verderi, à Panterita, à toute la communauté qui arrive, à ceux qui ne peuvent pas commenter, car nous savons que tout le monde ne le peut pas. Nous vous envoyons aussi un grand salut à vous tous, car nous savons que vous êtes là. Bon, comment vois-tu ce qui se passe ? Eh bien, ces explosions ont été signalées. Cela s'est produit vers 4h20, 4h22 du matin dans différentes zones. On parle de zones comme Terampar, Sosgol et Kouanarkosar, où les habitants disent avoir entendu 2 fortes explosions. Certains affirment que le bruit évoquait un système de défense aérienne sans confirmation officielle. C'est-à-dire que le gouvernement ne dit rien à ce sujet, mais certains témoins écartent cette hypothèse. Très probablement. Ils savent que ce n'était pas une activité de défense aérienne visible. Autrement dit, il n'y avait pas de son, mais ils n'ont pas vu d'activité militaire de ce genre à ce moment-là. Mais à Artes et Fulvar, les habitants sont presque certains qu'il y a eu une explosion. Des explosions dans les zones, sans autre activité militaire habituelle, donc quelque chose s'était passé. Eh bien, le fait est que la confusion règne dans la région. Qui a attaqué la raffinerie ? Aujourd'hui, nous en avons parlé, il y a une raffinerie qui a été attaquée, mais personne ne sait qui en est responsable. C'est-à-dire maintenant, il y a des attaques et personne ne sait qui en est l'auteur. Ou bien il y a un cessez-le-feu et les attaques s'en continuent, il y a un cessez-le-feu et les tirs continuent. Aussi aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite, au Koweït, le détroit d'Ormuz est-il toujours fermé ? Un message a-t-il déjà été envoyé à Donald Trump, quoi ? Voilà, merci. D'abord, il disait « c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est déjà que… » Enfin… C'est ennuyeux. Il y a de l'ennui et de la lassitude dans ce sens tout le temps. Il commence par dire « ce sont des fake news », ceux de CNN, du New York Times et d'autres. Ce sont des fake news. Parce qu'ils informent que ceci va arriver 2 ou 3 jours plus tard. C'est exactement ce qui se passe et il doit le reconnaître publiquement. Et maintenant, il dit « comment ?» Le détroit d'Ormuz est-il fermé ? Que se passe-t-il ? Maintenant, il dit « comment ? Ils font payer dans le détroit d'Ormuz ? Si c'est vrai, je vais me fâcher et vous allez voir, et je ne sais pas. C'est seulement maintenant qu'il réagit. Ils font payer le détroit d'Ormuz depuis des semaines. Ce n'est pas nouveau, mais il vient d'apprendre que les Iraniens vont voir ce qui arrive quand on ne respecte pas l'accord. Eh bien, c'est ce qu'on te disait, et toi tu disais que c'était des fake news, que c'était ceux de quoi ? Eh bien, voilà le problème. En fait, il a toujours un retard d'environ 2 jours, on ne l'informe pas ou il fait semblant, n'est-ce pas ? Évidemment, il est collé aux médias, mais il fait semblant et bon, maintenant il n'a pas d'autre choix. Pourquoi il n'a pas d'autre choix ? Parce que ceux des Émirats Arabes Unis ont commencé à l'appeler, parce que les Arabes viennent de l'appeler et eux-mêmes ont commencé à publier sur leur compte pour dire « Hey, c'est toujours fermé ici ». Faites comme vous voulez, mais c'est toujours fermé et il est inacceptable qu'on demande de payer 2 millions de dollars pour traverser un territoire international. Si on commence à mettre des règles comme ça, tout le monde va faire pareil. Et si tu passes par ici, moi aussi je te fais payer, moi aussi, et tout le monde va faire pareil. Ou alors, ils vont paralyser toute la planète. Donc on parle du détroit d'Ormuz qui prend une série de tournures assez curieuses, et c'est là que le sujet devient intéressant, parce qu'il y a plusieurs théories sur ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, on va te parler de ça, mais en attendant, le guide suprême de l'Iran menace de maintenir la pression militaire pendant qu'ils essaient en soi-disant d'avancer dans les négociations. Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, cela s'est passé vers 3 ou 4 heures du matin, le 10 pour eux. Il a commencé à tweeter comme un fou, soi-disant un Padma Khamenei, le nouveau guide suprême. Et il affirme que même s'ils n'ont pas l'intention de maintenir le conflit, ils ne vont pas renoncer à leurs intérêts nationaux. Nous parlons du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter de percevoir ni de renoncer au contrôle qu'ils se sont eux-mêmes imposés. C'est-à-dire que la situation est pire qu'avant la guerre. Nous ne cherchons pas la guerre et nous ne la voulons pas, mais nous n'abandonnerons pas notre droit légitime. En parlant aussi de l'enrichissement, en aucun cas dans ce sens, nous considérons le front de la résistance dans son ensemble.
C'est-à-dire, ils restent assez tenaces sur ce sujet. On ne dirait pas qu'ils sont en train de céder du tout. C'est un message très fort et Khamenei souligne qu'ils ont la détermination de protéger leurs intérêts régionaux ainsi que la valeur de la mobilisation à l'intérieur du pays. Eh bien là, pendant que nous écoutons ce que dit soi-disant Khamenei, parce qu'en réalité on ne sait pas si c'est lui ou qui parle en son nom, nous voyons ce message dont nous vous parlions, où il se fâche. Il ne dit pas qu'il y a des rapports d'accusation, ils accusent directement. Évidemment, le détroit d'Ormuz reste fermé, les navires ne passent pas et ceux qui passent le font soit avec leur autorisation, soit en payant une fortune. C'est donc un sujet qui devient également insoutenable. Et qu'en est-il du pétrole ? Aujourd'hui, le pétrole a continué d'augmenter et aujourd'hui déjà, il paraît qu'il a atteint jusqu'à 98 $ d'après ce qu'on peut voir. Ceci est le WTI, le West Texas, et il est aussi à 98, et l'autre doit être autour de 96 $. Là, c'est le Brent, il est à 90. C'est-à-dire que le pétrole est plus proche des 100 que des 90. Chaque fois qu'on regarde à nouveau, on voit qu'il y a encore des explosions, que le conflit continue dans la région. Passons donc à un autre sujet également intéressant. Eh bien, Starmer a aussi eu un échange avec Donald Trump, au cours duquel, en gros, ils sont d'accord. Ils veulent promouvoir, selon leur dire, un plan pratique pour favoriser l'ouverture du détroit d'Ormuz. Le Premier ministre du Royaume-Uni et le président des États-Unis ont discuté de l'importance de rétablir la navigation, selon eux. C'est l'approche qu'ils proposent. Il faut rappeler que toutes ces semaines ont été extrêmement tendues à cause de Donald Trump. Sa rhétorique contre le Royaume-Uni a été très forte et, aujourd'hui, cet appel a eu lieu. J'imagine qu'il doit aussi y avoir autre chose là, Ruth, parce que hier, il l'a visité et on sait qu'il a continué à lancer des attaques. Ils disent qu'en gros, il n'est allé là-bas que pour recevoir des attaques verbales de Donald Trump. Starmer, aujourd'hui, il a affirmé qu'il ne se souciait pas si la relation était déjà mauvaise. Que si les intérêts du Royaume-Uni passent avant tout, il a donc cette conversation avec Trump où tous les deux disent qu'il est évidemment urgent de faire un plan dès maintenant pour ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est impressionnant de voir la hausse du gaz en Europe et les difficultés des pays d'Asie. Bon, voilà pour ce sujet. Passons donc aux théories qui existent à ce propos. Ils assurent que cela pourrait être un chaos contrôlé, une façon de pousser à ce qu'on s'y intéresse. Pourquoi pense-t-on cela ? Premier point. Les Iraniens ont annoncé qu'ils patrouillent dans le détroit d'Ormuz depuis des décennies. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. On le savait. Il y avait des avertissements de la part des experts. Ils le disaient eux depuis très longtemps. Si cela arrive, c'est très facile. L'Iran n'a pas la possibilité de mener une bataille de manière directe comme un pays, disons une puissance ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est semer le chaos sur la question des prix, du pétrole, des questions énergétiques. C'est ce qui s'est passé et cela va l'affecter ici. D'abord, cela l'affectera ici, mais surtout la Chine. D'accord. Et ensuite les autres. Après, à qui ? Eh bien ensuite, cela affecterait d'autres pays asiatiques. Parmi eux, l'Inde serait aussi l'un des pays les plus touchés. D'accord. Et ici ? Non, eh bien le Japon a des réserves. La Corée a plus ou moins des réserves, et cela viendrait dans d'autres pays, le Bangladesh, etc. Mais cela toucherait aussi beaucoup l'Europe, même si ce n'est pas de manière très forte, ou pas suffisamment pour provoquer un grave problème. Et bon, tout cela, ce qu'ils avertissent maintenant, c'est que dans ce chaos, dans toute cette affaire, il y aurait cette idée de qui gagne, qui perd, et qui perd le détroit d'Ormuz. En gros, ce sera celui qui contrôlera l'avenir, disons, l'avenir énergétique, je veux dire. Il y a encore de nombreuses années devant nous. Ici, nous parlons du fait que non seulement les intérêts des compagnies pétrolières seraient en jeu, mais aussi ceux de Donald Trump lui-même. Ce n'est pas tant parce qu'il l'aurait peut-être planifié, mais simplement parce que ça lui plaît. Il aime ça, et cela a été connu de ses biographes et des personnes qui lui sont proches. Il sait très bien se débrouiller dans le chaos. Il préfère provoquer et dans ce chaos, il s'adapte.
Et il s'adapte plus ou moins bien à ce qu'il pense être juste, non ? D'après ce qui est rapporté, il existe plusieurs théories expliquant pourquoi cela se produit. L'Iran sait qu'il ne peut pas vaincre militairement les États-Unis, mais il peut briser le système mondial. Il sait que ce n'est pas que le pétrole. S'il n'y avait que le pétrole, ce serait différent, mais il y a aussi un cinquième du gaz, l'hélium, l'aluminium. Tout commence à sortir. Tous les sujets comme l'acide sulfurique, les engrais, les fertilisants, c'est-à-dire où que tu regardes, c'est un problème que ça n'augmente pas. Mais c'est aussi un domaine d'opportunité. En fait, le Mexique profite d'une opportunité que le Mexique a créée. Par exemple, il a évoqué la fracturation hydraulique. Mettez en place la fracturation hydraulique parce qu'ils sont en train de regarder. Regarde, on ne peut pas dépendre du gaz. Le gaz peut augmenter et causer des problèmes. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont dire aujourd'hui « parfait », qu'on fasse de la fracturation hydraulique et tout ce que tu veux, non ? Parce qu'au final, c'est vrai, il peut y avoir un risque et d'une certaine manière, il peut y avoir un risque. On ne doit pas dépendre de ce sujet. À ce niveau-là, il peut y avoir une raison. Maintenant, quelles sont les conséquences de la fracturation hydraulique ? Eh bien, il faudrait l'analyser. Quel type de fragile serait-ce ? Il y en a plusieurs, il faudrait aussi l'analyser, non ? Mais aujourd'hui, une ONG dira qu'aucun fragile n'est bon. Oui, bon, non. Ou si tu demandes à une ONG environnementale, ils vont te dire que aucun. Mais disons, lequel est le moins pire, lequel est le moins ? Pas seulement celui-ci, mais oui, lequel est le moins pire ? S'il y en a vraiment un qui soit moins pire, c'est ceux qu'ils défendent. Évidemment, les pétroliers, je ne dis pas que c'est la bonne chose. Évidemment, ça devrait être analysé de manière indépendante, par les scientifiques, les experts dans le domaine. Maintenant. Un autre sujet, c'est que s'engager dans un conflit, ce n'était pas quelque chose d'inconnu, on savait que cela allait arriver, on savait que cela allait augmenter 2 ou 3 fois. Donald Trump a même joué avec l'idée que bon, si le prix augmente, eh bien ça ne nous ira pas si mal. C'est-à-dire, c'est la phrase que j'avais quelque part, d'après ce qui est rapporté, l'Europe serait un maillon vulnérable. Elle serait affectée parce qu'il y a une forte dépendance énergétique. Maintenant, de qui l'Europe va-t-elle dépendre encore plus ? Eh bien des États-Unis, parce qu'ils ne veulent presque pas acheter à la Russie. Donc ici, ils vont devoir acheter davantage. Et Trump l'a déjà dit, ici, j'ai beaucoup de pétrole. Eh bien, aux États-Unis. À qui cela fait-il le plus de mal ? Qui est-ce qui vacille le plus ? À la Chine, cela l'oblige à négocier d'autres sujets. Cela oblige la Chine à commencer à dire « Bon, eh bien, nous allons négocier. Nous allons négocier, est-ce que nous allons négocier Taïwan ou autre chose ? Autrement dit, où cela peut-il mener ? Vers quoi cela peut-il s'orienter ? Bien sûr, la Chine peut aussi agir dans ce chaos, mais rappelons qu'elle fait face à un problème interne actuellement. Elle est en pleine purge politique et une énorme purge militaire. Donc en ce moment, je ne sais pas si Jinping a le temps de s'impliquer dans un autre problème au niveau international. En plus. Je veux dire, il aide peut-être avec certains matériaux. Aujourd'hui, un reportage à la télé disait qu'ils ont vu comment ils vendent. Une partie du matériau pour le carburant solide des missiles, c'est le perchlorate de sodium, non ? Mais bon, C'est aussi un autre point intéressant, non ? Quoi ? Ou quelle est la partie intéressante ? Eh bien, si on pense que tout cela est provoqué, la Russie serait l'un des bénéficiaires, un partenaire qui n'est peut-être pas proche des États-Unis, mais qui est proche de Trump. L'Europe entre en crise énergétique, achète plus cher. La Russie vend plus d'énergie, même de manière indirecte, et cela profite à la Russie. C'est aussi un autre sujet. Combien ? Qui pousse à la fermeture du détroit d'Ormuz ? Le bloc Russie-Iran-Chine, eh bien non, parce que la Chine n'y a pas intérêt, mais le bloc Russie-Iran, ou peut-être même. Et bon, une fois que c'est fait, on devient très fou, que la Chine le dise. Il peut encourager la fermeture, car je reçois toujours du pétrole d'Iran. Au bout du compte, le peu de pétrole qui sort, nous savons que c'est celui que l'Iran vend, c'est celui que l'Iran permet de faire sortir. La Chine est un acteur, c'est-à-dire que la Chine a toujours été un acteur intelligent. Qui, eh bien, connaît la stratégie, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, évidemment, pas ici, du moins pour ce qui se passe ou cette partie un peu cachée, ce n'est pas clair qu'elle est là. Quelle serait, disons, la logique pour Donald Trump, sachant que cela allait l'affecter ? Il lance une attaque sans précédent contre l'Iran. Autrement dit, les Iraniens ne comprennent même pas encore ce qui s'est passé. C'est-à-dire leur fameux chef suprême est mort.
Ils l'ont éliminé dès le premier jour, mais ils continuent de célébrer et d'affirmer qu'ils vont gagner. Pourtant, ils ont éliminé ton chef suprême, c'est-à-dire déjà dès le départ en théorie. Parce qu'en plus, c'est comme s'il était un pape, puisqu'il est censé être aussi un chef spirituel. Alors, célébrer ça, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais la fermeture serait dans ce sens, du moins dans cette vision, ce ne serait pas une escalade, mais plutôt une crise tolérée pour faire comme un redémarrage. Pour, disons, comme le dit cette phrase, il ne faut jamais gaspiller une grande crise pour changer un système. En gros, de ce qu'ils font, c'est le faire vaciller et c'est là qu'ils apportent les changements nécessaires. Tu veux que la fracturation hydraulique soit acceptée? Moi, c'est ça qu'il me faut. Et chacun, chaque gouvernement, chaque pays qui traverse sa propre crise interne fait les changements nécessaires. Donc il faudrait observer. Et une crise interne se produit dans chaque pays. Quel changement chacun est-il en train de faire? Et en tout cas, il faut aussi voir quels autres blocs ou alliances sont en train de se former, parce que l'Europe a déjà changé l'Europe, et clairement l'Espagne se retrouve reléguée par les États-Unis. Du moins, au moins pour l'instant. La Pologne, la Roumanie, il y a plusieurs pays qui apparemment semblent se renforcer. Ce sera comme un âge d'or pour l'un de ces pays, car il y aura une meilleure relation avec certaines puissances. Et d'autres puissances sont restées ainsi. Eh bien, à un point intermédiaire, la France, l'Italie et l'Allemagne, qui ont été strictes, mais pas aussi strictes que l'Espagne, qui a été la plus intense. Peut-être que dans l'histoire, cela sera vu différemment, mais pour l'instant, nous ne parlons pas d'histoire, nous parlons de ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis pourraient en vouloir reconfigurer des alliances. La Chine pourrait accélérer son indépendance énergétique en cherchant d'autres moyens de produire de l'énergie. Ne plus dépendre de cette zone, car elle a vu le danger d'un effondrement national. Si cela se produit, c'est un énorme problème. La Russie consolide son rôle de fournisseur clé. Ils disent « Bon, regarde, je pourrais vous décevoir, mais je suis essentiel, vous avez besoin de moi. Il n'y a pas d'autre choix. » L'Europe pourrait aussi être obligée de se réinventer. C'est-à-dire, nous devons penser différemment. Par exemple, l'Allemagne a construit puis fermé toutes ses centrales nucléaires. Et toutes ces années de problèmes, ces 4 années de difficultés avec la question de la Russie et de l'Ukraine, elle les aurait évitées, elle les aurait contournées, et elle aurait de l'énergie propre, de l'énergie sûre parce que les centrales sont là. Les centrales, enfin, continuent de générer le même problème d'insécurité. Un accident nucléaire comme avant. Peu importe les accidents, ça peut être les réacteurs, ils sont là, tout ce que tu veux. Donc oui, il y aura un démantèlement avec le temps, mais c'est un processus long. Donc voilà le problème. Que disent certains experts qui considèrent une crise énergétique plausible? Cela conduit à des changements structurels dans les pays, à des guerres. Après les guerres qui s'ensuivent, il y a une refonte de l'ordre mondial. Ça semble fou, mais c'est ce qui arrive. À chaque grande guerre, tout se redéfinit et recommence. Toi, tu vas être allié avec lui. Pour moi, celui-ci m'arrange mieux et enfin, tout est abordé d'une manière différente. Et que se passe-t-il quand il y a des urgences? Eh bien, le pouvoir de l'État s'étend. C'est aussi un risque pour de nombreux pays qui, soudain, passeront de sociétés libres à plus fermé, plus conservateur, dans le sens où tu n'as plus autant de liberté et ce serait un autre des risques que nous devrions considérer et qui sont évidemment préoccupants face à ce genre de situation. Oui, il est peu probable qu'il s'agisse d'un seul plan. Je ne pense pas que ce soit un seul plan, comme certains l'affirment. Je pense que dans le chaos, il y a beaucoup de plans et chacun tire de son côté, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un plan unique. Avec l'Iran, Israël, les États-Unis, non, je pense plutôt que chacun a son propre plan et que chacun veut le mener à bien au maximum. Il y a aussi beaucoup de perdants, clairement, mais parmi ces perdants. Eh bien non, du moins je ne vois pas vraiment le régime iranien comme un perdant. Je veux dire, je pense que le régime iranien survit. Et il démontre donc qu'il avait plus de force qu'il n'y paraissait. Il démontre aussi que cette stratégie, dont on avait parlé dans le détroit d'Ormuz, est une stratégie qui peut effectivement faire s'effondrer la planète, c'est-à-dire économiquement parlant.
En parlant au moins, et donc crise alimentaire et beaucoup d'autres crises politiques, etc., etc. Non, il est également démontré que LS pays sont plus vulnérables. Il y a des pays qui semblaient être des puissances. Tu es en train de me dire que l'Inde ou la Chine n'ont pas de réserve, c'est-à-dire qu'ils pourraient soudainement se retrouver sans énergie. Ce n'est pas possible. Mais comment est-ce possible ? C'est-à-dire tu ne peux pas, puissance mondiale. Si soudainement on peut te faire t'effondrer ainsi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire. Cette partie-là, pour moi, ça va vraiment marquer un avant et un après pour la Chine. Je pense qu'à partir de maintenant, elle va se réinventer et se dire « ça ne peut plus nous arriver, on a failli ». C'est-à-dire, même s'ils travaillent ou qu'ils interviennent directement en disant on va contrôler nous-mêmes, on ne peut pas tomber. Aide-nous tous, du point de vue qu'ils sont 1,4 milliard d'habitants. Tu ne peux pas permettre que ça t'échappe des mains, parce que ça devient un énorme problème. Mais bon, quelque chose de plus. À propos de cette affaire. Eh bien, en gros, maintenant, nous voyons un Iran qui a plus de contrôle et, au moment où il le souhaite, il peut la fermer immédiatement. Rien de plus, je veux dire, du moins jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on voit, non ? On dirait qu'il a plus de contrôle. Maintenant, oui, c'est l'impression que ça donne. Du moins jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se présente. Et il ne semble pas que la guerre va s'arrêter, mais il ne semble pas non plus qu'il veuille l'étendre avec des troupes et tout ça. Ou du moins jusqu'à maintenant, non ? On dirait que c'est dans une sorte d'entre-deux un peu bizarre, non ? Je veux dire, ce n'est pas clair pour moi, par exemple, quelle sera la prochaine étape. D'après ce que j'ai pu voir de certains comme des experts, des conseillers de, par exemple, l'OTAN, ou comment ça s'appelle, du Pentagone lui-même. Ce qu'ils voient en ce moment, maintenant qu'ils sont à la retraite, de l'extérieur, c'est... Le pire, c'était de continuer. Oui, ils pensent donc que c'était vraiment cela le pire. Il n'y avait pas d'issue, nulle part où aller. Donc cette idée de mettre une pause, ils la voient. Pas que ce soit la bonne chose, ça aurait dû être évité, mais une fois que tu y es, non. Le problème c'est, que faire si les États-Unis disent de vouloir se retirer mais exigent l'ouverture du détroit, et qu'on leur refuse ? Voilà, tu n'ouvres pas le détroit. Ce serait un énorme problème. Donc ici, ce qui va vraiment être intéressant, c'est ce qui va suivre. Pas tellement à cause du conflit, mais plutôt... Le plus intéressant, c'est du point de vue des stratégies. On va voir qui va s'en sortir le mieux. Qui s'en sortira le mieux dans ce domaine, autrement dit, qui sera le mieux placé. C'est comme ça. Nombreuses infrastructures détruites, l'Iran sera mieux placé. Xi Jinping, qui malgré toutes ces crises internes, va dire « Eh bien regardez, maintenant c'est moi qui vais contrôler tout cela de manière indirecte. » Soit les États-Unis, soit Israël. Qui s'en sort le mieux ? Voilà la question que je pose à la communauté qui nous regarde en direct ou en différé. Depuis chez vous, là-bas. Faites votre analyse et laissez-moi votre commentaire. Nous allons ensuite passer à d'autres sujets aussi. Importants. Alors pour rendre l'affaire encore plus étrange. Depuis le premier jour du prétendu accord. Le premier rapport dont je me souviens venant des pays arabes, c'est qu'ils nous envoient en 4 drones. Les Émirats arabes unis, il me semble, venaient d'en envoyer 4. Il y a des missiles balistiques, puis l'Arabie saoudite, et c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, un autre jour passe, aujourd'hui, et encore une fois, ils disaient qu'on nous attaque. Je ne me souviens pas du Qatar ni de Bahreïn, mais bien de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Je ne me souviens pas du Koweït. Oui, aussi aujourd'hui. Ah, eh bien, oui, en fait, on a mis l'image de la raffinerie ou je ne sais pas quoi. Eh bien, en fait, le jour même où l'accord de cessez-le-feu a été conclu, il y a eu immédiatement une attaque contre une entreprise gazière taïwanaise au Koweït, et aujourd'hui, il y a eu une autre attaque au Koweït. Donc, eh bien, les attaques ne se sont pas arrêtées. Elles ne se sont tout simplement pas arrêtées.
Et l'Iran dit quoi? La garde révolutionnaire islamique dit que, les forces armées du pays n'ont lancé aucune attaque contre aucun pays de la région. Que depuis le début du cessez-le-feu, depuis que Donald Trump a publié le tweet, en gros, ils n'ont absolument rien fait. Et cela, il le fait après que le Koweït a averti qu'il a été la cible d'attaque depuis le début du cessez-le-feu. C'est-à-dire, bon, passons en revue toutes les théories, non? Puisqu'on parle de théories, supposons que ce soit vrai. Bon, admettons que c'est vrai, tu vois, non, l'Iran ne lance pas. Qui pourrait lancer les attaques? C'est-à-dire, à qui profite la poursuite de la guerre? Non? Qui est le plus intéressé à ce que la guerre continue? Je vous pose la question. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire ce que dit la garde révolutionnaire. Parce qu'ils ont menti tant de fois. Je ne crois honnêtement aucun d'entre eux, je ne crois personne. Mais les Iraniens, en particulier la garde révolutionnaire, font ça constamment. Ils lancent une attaque et disent que ce n'était pas eux, n'est-ce pas? Oui. Les attaques que leurs voisins ont menées, ils insistent sur le fait qu'il ne s'agissait que d'installations militaires. Or, nous avons vu les images d'hôtels très emblématiques attaqués. Merci. Le fait est que beaucoup pensent, l'attaque pourrait avoir été menée par Israël, par les États-Unis, par un navire, je ne sais pas. Le fait est que les missiles laissent une trace depuis leur lancement. Autrement dit, ce n'est pas comme si tu l'apprenais au dernier moment quand le missile arrive. Non, non, non. Et les Arabes ont pas mal de technologie à ce sujet. Ils ont beaucoup investi dans la technologie des satellites. Oui, c'est un domaine dans lequel ils sont très avancés. Parmi les plus avancés d'ailleurs, au monde. En plus des systèmes qu'ils partagent avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes qui permettent de savoir exactement d'où il est parti. C'est-à-dire, ils ne peuvent peut-être pas savoir, tu vois, c'était exactement cette montagne à ce point précis. Parce que s'ils le savent, ils tirent directement là, n'est-ce pas? Mais ils connaissent bien la direction et disent « c'est d'ici qu'il est parti ». À partir de la signature thermique, ils savent d'où ça vient, surtout pour les missiles balistiques. Ils savent parfaitement d'où ils viennent. Et les drones, ils les voient. Ils les voient littéralement arriver. Les missiles aussi, ils les voient arriver. Alors ils peuvent parfaitement savoir si le missile a été fabriqué en Russie, en Iran, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Donc ils ont le matériel et ils ont la signature de l'endroit d'où le missile est lancé. Donc ils n'ont pas beaucoup de doutes, j'imagine, que ça vient d'Iran. Parce que c'est que ce qu'ils disent. C'est-à-dire, les pays arabes disent donc que c'est l'Iran qui nous attaque. Bien sûr, j'ai ici le communiqué où ils disent « Bon, l'Iran continue de nous attaquer malgré l'accord ». Pardon, l'Iran dit « ce n'est pas nous ». D'accord, alors, qui est à l'intérieur de l'Iran en train d'attaquer? Et ici, il y a aussi plusieurs idées. Depuis le début, les Iraniens eux-mêmes reconnaissaient qu'en qu'ils ne contrôlent pas tous les groupes, qu'ils sont divisés là-bas. La garde révolutionnaire n'est pas une armée à proprement parler, c'est plutôt une garde qui dépend directement du guide suprême, mais qui a de multiples chefs. C'est comme ça que ça a été fait. C'était fait exprès, oui, en pensant à éviter la possibilité qu'un seul chef puisse soudainement trahir le guide suprême. Et donc maintenant, il n'aurait pas le pouvoir sur toute la garde. Il se dit, d'accord, s'il y a un traître, peut-être que certains groupes suivront le traître, mais les autres groupes ne le feront pas. Donc, ils sont conçus pour penser de manière indépendante en fonction d'un objectif qu'ils auront déjà en tête. Maïs. Il est probable que nous voyions aussi ces groupes dire « Ah, moi je me fiche des négociations. Je ne suis pas d'accord avec les négociations et je vais continuer à attaquer et à tirer. Faites comme vous voulez. » C'est possible ça. Oui, il est possible que ce soient des groupes de la même garde. Oui, c'est très possible aussi. Faisant leurs attaques et accords. Ça ne me suffit pas, je continue de tirer. Donc je dis, c'est aussi une probabilité. Oui. Il est écrit ici, si l'Iran continue de facturer 2 millions par navire, l'Iran serait le gagnant de la guerre parce que s'il ne passe que 15 navires, seulement 15 navires, ils disent qu'il va en passer entre 10 et 15. Non, c'est ça. Il est dit qu'en un an, il gagnerait 11 milliards de dollars. Rien que ça. Pas plus que ça. Rien de plus que ça. De leur pétrole qu'ils vont extraire et en plus ils auraient essentiellement le contrôle du prix mondial du pétrole. Comment ne le feraient-ils pas ? C'est-à-dire, si c'est comme ça, ils seront les gagnants, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'encaissement. Si c'est 11 milliards, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à ce qu'ils gagneraient en vendant leur propre pétrole à un prix exorbitant. Ah mince, le prix du pétrole a commencé à baisser. Ferme-leur le détroit pour que le prix augmente encore plus, enfin, au moins pour quelques années.
Et augmenter aussi le tarif du passage. Oui, mais je veux dire qu'au moins quelques années, ils auraient ce pouvoir. Ce ne serait pas pour toujours, parce que, immédiatement, ça marque aussi un avant et un après pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient va se réinventer. S'ils étaient déjà bien armés, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont s'armer jusqu'aux dents. Parce qu'imagine les milliards ou les centaines de milliards de dollars qui sont investis dans tout le Moyen-Orient. Et alors, ils l'étaient, mais ne le sont plus. Ils étaient à la promesse d'un monde où l'on disait « ici, il y aura beaucoup d'avenir dans le domaine technologique ». Ici, ce sera le futur du luxe, du tourisme, de l'innovation, etc. Tous ces sujets liés à la génétique, à la santé, à de nombreux domaines qui sont présents dans toute cette région. Oui, maintenant ça disparaît. Qui sain d'esprit voudrait aller investir là-bas? Et tu sais quoi, imagine que tu as travaillé toute ta vie, que tu es médecin, non? Et toute ta vie tu as travaillé et tu te dis, j'ai de bonnes économies et je veux prendre ma retraite, alors je cherche quelque part dans le monde où je pourrais aller, n'est-ce pas? Je veux quitter mon pays, oublier tout ça et profiter. Je ne sais pas quoi. Eh bien, maintenant, ce ne sera ni les Émirats arabes ni rien d'autre, ce ne sera plus une option parce que sinon, imagine. D'abord, on se fait repérer. La première fois qu'on se fait repérer, c'est un gros problème. Du coup, je vais ailleurs, non? Et donc, c'est une perte totale. Donc, indépendamment du fait qu'il soit très très menteur, je vous le dis à tous, mais en particulier la garde révolutionnaire a toujours beaucoup menti à ce sujet. Eh bien, évidemment, ce qui est visible et qu'il y a bien des faits en ce sens, c'est qu'ils gardent le contrôle. Au moins jusqu'à un degré presque total. C'est qu'ils ont le contrôle, parce que ce n'est pas un contrôle partiel. Cela signifie que personne ne passe sans leur permission. Alors, Non, comment pourraient-ils ne pas avoir le contrôle s'ils ont besoin de leur permission? Ce contrôle ne nécessite pas la permission humaine des Émirats, ni des États-Unis, ni d'Israël. Il enlève la permission aux Iraniens. C'est un gros problème. Mais bon, et quoi d'autre? Aujourd'hui encore, il est paru dans le Wall Street Journal que la Chine aurait fait pression sur l'Iran, ce que nous savions déjà, pour qu'il accepte. Eh bien, discuter d'abord d'un cessez-le-feu et entamer des négociations pour marquer des points en faveur de l'administration Trump. Il faut rappeler que Donald Trump ira en Chine en mai, la date étant fixée, mais cela a été reporté à cause de la guerre. Ils disent que Xi Jinping cherche à convaincre Donald Trump que Taïwan est une province séparatiste, que c'est la Chine. Lors de leur réunion, c'est ce qu'il essaie de faire. Il ne veut pas marquer des points, mais convaincre Donald Trump de lui permettre de poursuivre l'idée de la réunification, de réunifier cette partie avec la Chine. Exactement, la réunification. La réunification. Exactement. Passons à d'autres sujets également importants. D'un autre côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères est arrivé à Cuba et confirme que la Russie va soi-disant soutenir le gouvernement de Díaz-Canel. Il est certain que le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré à La Havane que son pays serait solidaire à 100% avec Cuba. À l'heure actuelle, la Russie serait, dit-on, solidaire de ce pays malgré la complexité de la situation qu'il traverse. Cela, nous l'avons déjà vu avec le premier chargement de 1000 barils, soi-disant de pétrole, qui avait été livré. Oui, il faut rappeler qu'ils annoncent déjà préparer un second navire pétrolier. Et donc, cette rencontre avec Díaz-Canel confirme l'union qu'ont la Russie et Cuba, tant sur le plan politique, économique que commercial. Mais bon, c'est surtout un symbole, et ils continuent aussi à défier un peu les États-Unis. Bien sûr, c'est un défi direct aux États-Unis. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on attendait de ce mouvement. Et ils ont aussi baissé la rhétorique du côté de la Maison-Blanche, où ils disaient que le prochain serait Cuba. Ils disent maintenant que le prochain arrivera, mais c'est juste une façon de parler. N'est-ce pas ce que disait la porte-parole, Carmen Levin, qui suggérait que le pays était vulnérable et tomberait seul, mais pas que les États-Unis vont intervenir. Ils l'ont clarifié plusieurs fois, d'abord Trump l'a dit, puis Levin l'a répété en disant que cela ne les intéresse pas d'entrer à Cuba. Un sujet sur lequel même les États-Unis ont dit
Non, eh bien oui, nous avons donné la permission à la Russie de passer par Cuba. Je ne sais pas s'ils ont donné la permission ou non, mais c'est ce qu'ils disent de leur point de vue. Maintenant, un juge américain a annulé les nouvelles restrictions du Pentagone contre la presse parce que le Pentagone veut étrangler la presse. Et voilà, qu'elle pose seulement les questions qui leur plaisent et rien d'autre. Et regarde, étant le secrétaire à la défense ou secrétaire à la guerre, venant d'un média d'information, il n'a aucune empathie pour les journalistes. Il n'a aucune empathie pour le journalisme, la communication ou l'actualité. Seule la propagande l'intéresse, c'est tout ce qui compte pour lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le juge qui s'appelle Paul Friedman du tribunal de district de Washington a de nouveau examiné la politique. Cette politique que l'on voulait imposer au Pentagone, où ils imposent essentiellement des restrictions à l'accès des journalistes sur le sujet. Ceux qui sont accrédités au Pentagone n'ont pas accès à certaines informations, parce que selon eux, c'est une question de sécurité nationale, etc. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de ces fuites qui se produisent beaucoup dernièrement parce qu'il y a beaucoup de personnel à l'intérieur qui n'est pas d'accord. Pardon, comment le Pentagone est-il dirigé? Eh bien, il dit qu'après avoir vérifié cette politique, il dit que ce n'est pas possible qu'elle soit appliquée, parce qu'elle est inconstitutionnelle. Et il est conclu que les changements introduits par le Pentagone après la décision précédente ne résolvent pas les objections juridiques déjà soulevées. Alors, eh bien, ils veulent restreindre le travail journalistique et ils ont mis en place ces nouvelles lois concernant l'accès à l'information et la circulation. On veut empêcher les journalistes à l'intérieur du complexe militaire d'aller à certains endroits où des personnes pourraient s'approcher d'eux pour leur donner des informations. Et parmi les messages qui ont été diffusés sur tout ce sujet, qu'est-ce qui attire le plus l'attention ou qu'est-ce que c'est? Eh bien, le sujet de cela, quand cela a commencé, quand la première fois que cette loi qu'on voulait mettre en place a été évoquée, eh bien, en fait, ce n'est pas seulement les médias, mais Trump, ils l'ont critiqué et ils ont quitté le Pentagone. Ce jour-là, beaucoup sont partis avec leur boîte du Pentagone en disant « Si tu ne nous donnes pas plus d'accès, on s'en va ». Mais ça n'a pas de sens s'ils ne te laissent pas informer, non? Et en plus, c'est l'un des principes fondamentaux des États-Unis, la liberté d'expression, et maintenant il s'avère qu'eux-mêmes ne veulent pas l'appliquer. Et en parlant d'expression et de ceux qui s'expriment beaucoup, Donald Trump regardait un autre de ses messages. Il ne dit pas « Trump, ce n'est pas l'accord que nous avons concernant le pétrole. Que se passe-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? À cause du détroit d'Ormuz. » C'est-à-dire, celui-ci ne dit rien, il ne dit rien, on dirait qu'il n'aime pas, parce que l'accord n'est pas respecté. Les États-Unis auraient en théorie arrêté d'attaquer et d'opérer. Et d'attaquer les points, mais en même temps, ce que tu vois, c'est que l'Iran se renforce dans le détroit d'Ormuz et fait ce qui les intéresse, eux. Et eux, ils disent... Nous allons continuer à enrichir l'uranium et maintenant nous allons contrôler le détroit d'Ormuz comme une sorte de compensation pour les dommages qu'on nous a causés pendant la guerre. Eh bien, c'est évidemment un sujet très grave. On dirait que tout va être poussé, donc le conflit continue. Et ce n'est pas l'approche qui semble être adoptée. Et l'autre message qu'il donnait, eh bien, c'est celui que nous avons vu il y a quelques minutes où il dit « Fin mars 2026 ». L'Iran dirait « Voici les rapports ». Que l'Iran a changé les tarifs, pas qu'ils ne vont pas, mais qu'il applique des tarifs aux énormes cargos. Il dit « Il vaut mieux que ce ne soit pas le cas ». S'ils veulent arrêter, qu'ils le fassent maintenant, il ne dit rien. Ce n'est pas... Ou qu'ils paient... Qu'ici... Voici mon compte ou... Qu'ils déposent sur ce compte de l'Okixo. Autrement dit, juste pour qu'ils voient nos difficultés. Comme ça, je me cache les yeux. Non, C'est dur, et aujourd'hui, il y a eu une réunion des fonctionnaires des FDI en Israël. Et donc, lors de cette séance d'information, on sait qu'aujourd'hui, elle s'est tenue à huis clos avec la Knesset, qui est en gros le Congrès d'Israël. Et donc, ils ont dit que le point le plus important, c'est que la nouvelle direction de l'Iran est plus extrême que la précédente. Autrement dit, on se retrouve dans une situation bien pire. Bien sûr, eh bien, voilà où en était la situation. Mais bon, la grande question ici, c'est « Et la Coupe du Monde ?»
Comme le dit Francisco Arce, et la Coupe du Monde, eh bien, on ne sait pas où elle s'était passée. Un énorme salut à toute la communauté qui commente, qui est toujours connectée avec nous ici. N'hésitez pas à commenter si vous ne l'avez pas encore fait, et voilà. Laisse tomber la Coupe du Monde, je veux dire. L'essence va continuer à augmenter, le tourisme est au plus bas, seulement grâce à la Coupe du Monde, certaines zones seront sauvées, mais en réalité, eh bien, l'Iran va jouer, il ne va pas jouer. Enfin, j'ai beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, Infantino n'a rien précisé, il dit juste que ce sera aux États-Unis, mais qu'il explique simplement comment, non? Et puis, un journal japonais annonce aussi qu'à partir du mois prochain, ils vont remettre sur le marché des réserves de pétrole tous les 20 jours. Ils mettent sur le marché l'équivalent de 20 jours d'approvisionnement car la situation reste incertaine. Le détroit, comme nous vous l'avons dit, et puis le sujet de Sanae Takeishi aujourd'hui, je ne sais pas si tu en as parlé. Enfin, c'est incroyable, non? Ils la surveillent de très près maintenant. Oui, ils sont aussi en colère à cause de la nouvelle qu'Astrid a commentée hier au sujet des ingénieurs qui partent là-bas. La première ligne, vers la première ligne de l'Ukraine face à la Russie, pour observer, pour voir ce qui se passe et détecter quelles sont les meilleures caractéristiques des drones, afin qu'ils puissent aussi développer leurs propres drones. Oui. Et le besoin est exactement? Eh bien, mais ils veulent s'impliquer dans la guerre, et cela, eh bien, ça ne plaît pas à Poutine, qu'il soit du côté ukrainien dans la guerre. Et qu'ils investissent, parce qu'en plus, ils investissent dans une entreprise de drones ukrainienne qui fabrique des drones qui abattent d'autres drones. Exactement. Donc, ce sujet les a beaucoup dérangés. Il est nécessaire et urgent que les pays, ici en Amérique latine aussi, investissent dans le développement et la création de systèmes de défense contre les drones. C'est vraiment indispensable parce qu'avec un drone, on peut faire beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup. Donc c'est très dangereux pour ces questions énergétiques, pour les infrastructures, même pour des personnalités clés d'un pays, cela peut générer une instabilité. C'est-à-dire, les drones peuvent vraiment poser un gros problème, il faut faire beaucoup plus attention. Mais regarde, ici ils vont aux événements, aux meetings, et ils font un clin d'œil à la présidente. Imagine s'ils vont penser aux drones, non? Honnêtement, je trouve ça difficile, mais bon, vu la situation actuelle, je pense qu'on devrait être plus pragmatique sur ce sujet, plus réaliste, plus organisé. Je vais parler avec une liseuse Dora. Je vais mettre quelque chose. Non, et l'armée est généralement très professionnelle au Mexique, mais parfois il faut la vision des dirigeants, n'est-ce pas? Et bon, c'est un sujet que pour l'instant, honnêtement, je ne le vois pas. Peut-être que oui, mais je ne le vois pas, n'est-ce pas? Sur ces questions géopolitiques, cela ne semble pas le cas. Si c'est le Mexique, c'est comme avec le petit drapeau. Je suis sympa avec tout le monde et c'est avec ce drapeau que je fais le plus. Avec ça, nous avons navigué parfaitement, mais tout à coup, on dirait qu'on veut en avoir plus. Au moins un peu de préparation, non? Passons à d'autres sujets importants. Bien, passons aux commentaires. Rapidement. Bonsoir Henri, comment vas-tu? Félicitations. On dit que tu es très bien assorti aujourd'hui. Oui, n'est-ce pas? Salutations. Raoul dit qu'un drone qui en abat un autre est un K-drone. Salutations d'Amérique du Sud, j'ai vu que beaucoup parlent plus de l'acquisition d'avions de guerre que de drones. Non, j'ai l'impression qu'en ce moment ce ne sont plus les avions de guerre, mais les drones. Oui, non, ce sont aussi des essais. Oui, ce sont des essais, mais il faut des drones de toutes sortes, n'est-ce pas? Par exemple, pour transporter du matériel. Pour le sauvetage? Imagine le sauvetage, pas seulement pouvoir apporter des fournitures à un endroit, etc. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut se rappeler qu'ici, un jeune garçon au Mexique a commencé à développer ses drones. Tu te souviens? Il a créé son entreprise, il est parti aux États-Unis, et il a très bien réussi là-bas en concevant des drones. Un jeune du nord du Mexique, très jeune, et soudain il a vendu après avoir accompli ce qu'il a accompli. Il a vendu son entreprise aux États-Unis. Il est déjà revenu au Mexique. Je crois qu'il développe des choses par ici, mais je suis sûr qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de créatifs. J'espère simplement qu'ils trouveront des gens avec de la vision pour les soutenir. Donc, un énorme salut jusqu'à Cuba, à Roble, qui nous regarde là-bas. Comment ça se passe là-bas? Roble s'améliore déjà, il y a moins de coupures. Comment ça va? Aussi, merci beaucoup pour ton commentaire, Dédéo. Énorme salutation également,
Qui d'autre est cela? Salutations à Avi Fritz et aussi à Saludos. Comme il dit, bonsoir papa, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils aussi beau? Ça ne s'est pas fait. Demande à ton grand-père. Petit à petit, il lui a dit, mais ceci dit, Félix Terraza Sucrène à propos du spécialiste en drone. Oui, eh bien, il y a tellement de sociétés. Certaines vont bientôt commencer à être cotées à Wall Street parce qu'elles ont très bien réussi et se sont développées très vite. À mon avis, ils étaient bons aux jeux vidéo. En Biélorussie, ils en avaient 2. Un bon jeu vidéo, oui, et des piratages. Des piratages, le drone et la Russie aussi d'ailleurs, dit-il. Et aussi dans les jeux vidéo. La Russie aussi, ces 3 pays-là, la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, ils sont très créatifs sur ce sujet, c'est-à-dire, comme toujours, le problème c'est la corruption, l'ambition, le pouvoir, etc. Et les 3 pays ont ça, c'est-à-dire, c'est juste que l'Ukraine veut aller vers un pays un peu moins corrompu, même si elle a aussi ses problèmes. Il dit « Nous n'y sommes plus ». Comment va Carlos Martinez, dit le président. Milei voyage invité par Israël pour allumer la torche de l'indépendance. Robert dit « Ah, c'est fou, je ne savais pas ». Sol dit « Si la marine n'est pas en sécurité avec la fuite de données, imagine ceux qui imaginent ». Il ne parle pas de ceux qui utilisent juste 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Là, on est mal. Salutations à Garcia. Comment vas-tu? Très bien. Un grand salut aussi à Miguel. Merci beaucoup Miguel pour ça. Merci Miguel, super chat. Je te remercie beaucoup, ainsi que toute la communauté qui souhaite soutenir la chaîne. Là, dans la description, on en met parfois, parfois non. Il y a plusieurs façons de soutenir. Si vous voulez le faire, eh bien, vous pouvez le faire. Vous souhaitez, Martin, des drones pompiers pour sauver des vies dans les immeubles de grande hauteur? Une voiture drone existe déjà. Eh bien, nous vous avons déjà parlé d'un méga drone qui peut transporter combien? 4 tonnes, avons-nous dit. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Salutations, comment allez-vous? Excusez-moi, il a déjà dit, Shimon a dit qu'il ne faut pas faire de voyage sur la Lune, mais plutôt distribuer de l'argent. Il l'a dit? D'accord, ok. Salutations également, dit Carlos. Vraiment, il sait très bien tout ce qu'implique un voyage sur la Lune, toute l'innovation et tout le développement. Scientifique, enfin c'est censé l'être? Oui, tout non, il sait parfaitement que cela génère tout ça. Pourquoi ne pas l'expliquer? Pourquoi ne pas dire « un voyage sur la Lune n'est pas une dépense superficielle ». Ces voyages génèrent des avancées impressionnantes pour l'avenir, des avancées dont elles profitent et dont tout le monde profite. Donc ces voyages sont nécessaires. Je dirais que ce qui n'est vraiment pas nécessaire, ce sont les guerres. Là, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Sur ce point, je serais d'accord. Mais dans ce cas-là, par exemple, le sujet de la Formule 1 aujourd'hui, la Formule 1 dépense des millions dans les moteurs. Eh bien oui, sauf que ces moteurs rendent les voitures plus efficaces, et grâce à ces moteurs, on a l'injection complète et tout ça. Bon, maintenant, on est déjà passé à autre chose, ce sont des projets encore plus avancés, vers les hybrides et tout ça, et les électriques. Mais oui, eh bien, ces avancées sont importantes, elles sont nécessaires, on ne dépense pas autant d'argent dans autant de bêtises, et de choses inutiles, et il y a toujours des résultats. Critiquer la Lune, ce n'est pas parce que c'est à la mode, je ne sais pas, ils vont critiquer une chose, et l'argent qui est dépensé dans tout le reste, c'est là que se trouve le problème. Amy Fries dit « comment vas-tu ?» Bonjour Amy Fries, salutations. Elle dit « Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la Russie envoie déjà des navires de carburant à Cuba. Elle en a envoyé un et en a déjà envoyé d'autres. Il devait y en avoir un autre, en théorie. » Elle demande « Mais quelle est la position actuelle du Mexique vis-à-vis de Cuba? » Eh bien, le Mexique a envoyé plusieurs fois de l'aide humanitaire, du pétrole. Les États-Unis ont dit non, mais bon, on suppose que la présidente fait pression pour que cela se fasse. Si la position du Mexique a toujours été d'aider et de ne pas intervenir, c'est toujours ce genre de commentaires, du moins c'est ce qu'ils disent, mais ensuite, par exemple, sur la question de l'Équateur ou du Pérou, eh bien là, il y a un peu plus d'intervention. C'est-à-dire que le sujet est un peu ambigu. Il y a toujours cette ambiguïté de la part du Mexique, que ce soit certains politiciens ou d'autres, il y a toujours une certaine ambiguïté sur ce sujet. Dis Pepe Estrici, que s'est-il passé à Poli Marquez? Tu n'as même pas 200 likes. Il demande comment c'est possible. Je réponds que ce n'est plus de ma faute. C'est comme ça, les gens choisissent de liker ou non. Si on voit qu'il y a de plus en plus de communautés qui participent après, c'est-à-dire que les gens participent plus après, le direct, ils sont en train de dépasser ceux qui sont en direct. La communauté est en train de gagner. Oui, c'est-à-dire, oui, parce que regardez, si on le voit, parfois on termine comme ça avec 300 likes en direct ou 400 likes, et c'est juste que, enfin, quand tu le vois en direct, après, on ne va pas au direct d'hier soir, non, ou c'est celui-ci, tu ne dis pas le direct suivant.
Il y a 843 likes, mais beaucoup atteignent 1000 voire même 2000 likes. Mais dans la communauté, ils semblent en direct mais ne participent pas autant, je ne sais pas. Elle dit, Donnez-lui un coup de main, dit Pépé. dit Walter. Il dit juste Pépé à Tabasco, près de la raffinerie. Ça sentait beaucoup le gaz, mais il n'arrive jamais rien. Tout va bien. Tout est correct, non? Tout va bien. Salutations, Henri, il dit que le drone le plus pacifique est le dronosaure. Salutations, Henri, comment vas-tu? Walter, bonsoir. Martinez, s'il reste encore 3 ans avec Trump, là je sais déjà, alors c'est ce que tout le monde pense. C'est-à-dire, quand va-t-il partir? Non, eh bien, il reste encore un moment. C'est qu'ils ne l'ont pas destitué. Salutations aussi à Juanita, à Adilson, à Aparicio Gonzalez. Comment vas-tu, Aparicio? Quoi de neuf? Merci beaucoup pour ce like, salutations. Beto, comment tu vas? Il dit bonjour. Il dit que ceux qui critiquent le voyage sur la Lune ressemblent à ceux qui reprochent qu'on s'occupe des animaux au lieu des humains, alors qu'il y a de la place pour tout. Ça, c'est le classique. Où ils aident. Certains demandent pourquoi aider ceux-là alors qu'il y a aussi des besoins ici. Je réponds, aide tous ceux que tu peux. En fait, le but c'est d'aider ceux qu'on peut. Mais tu as tout à fait raison, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Celle-là est un classique, j'aimais beaucoup cette histoire de l'âne à l'école primaire. Ah, celle de l'âne. Pour moi, ça a toujours été l'histoire qui m'a marquée parce que je me suis toujours fichée de ce que les autres disent sur moi. Mais bon, qu'il critique. Ah, d'accord, c'est une histoire. Je ne sais pas pourquoi je la raconte comme si c'était une digression. Bon, l'histoire parle d'un monsieur, un monsieur, son fils et un petit âne, et ils vont marcher du point A au point B. Alors le monsieur fait monter l'enfant et il tire l'âne et une personne passe. Ils disent « Oh, pauvre monsieur, déjà si âgé, tirant l'âne alors que l'enfant est bien confortablement assis dessus. » Alors ils échangent, et c'est le monsieur qui monte sur l'âne pendant que l'enfant tire l'âne, n'est-ce pas? Et là, ô pauvre enfant, on abuse de lui, le monsieur. Confortablement installé sur l'âne, alors ils disent « Bon, montons tous les deux. » Ils montent tous les deux, et ô pauvre âne, ils abusent de lui. Finalement, ils descendent tous les deux, et là, regarde comme ils sont bêtes, ils ne montent même pas sur l'âne alors qu'il est là pour ça. En fait, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, n'est-ce pas? Toujours. Te critiquer, n'y fais pas attention. N'y fais pas attention, c'est tout. N'y fais pas attention, c'est tout. Salaud. Un grand salut à Tapatia qui dit « J'ai la conscience tranquille, j'entre et je laisse un like, dépêchez-vous. » Merci beaucoup Tapatia, énorme salutation. Et Félix dit aussi « Il faut mettre un pouce bleu à Pépé, merci beaucoup au Pépé Notas, salutations. Félix, comment vas-tu ?» Bonjour, salut Angie, comment vas-tu Angie? Alors, comment vas-tu? Et Isabelle dit « Commentaire, maintenant l'IA peut faciliter le piratage, cela peut mettre en danger les comptes bancaires, les données personnelles que nous avons dans le cyberespace. » Oui. Oui, c'est un sujet qui, a suscité ton urgence, non? De dire « Bon, on va s'arrêter là. » Heureusement, ils n'ont pas sorti le modèle. C'est-à-dire, le modèle, si on en a parlé, on a fait une émission spéciale sur le sujet, au moins ils ont laissé le modèle de côté. Parce que oui, c'était vraiment impressionnant. Des gens qui n'avaient aucune idée du sujet, avec cette intelligence, disaient « Voyons, comment je fais pour faire ça ?» On va dire « Comment puis-je faire tomber tel serveur ?» Et toi, regarde là, oui. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'est-à-dire, je ne savais rien, mais maintenant on me dit non. Un expert en piratage informatique, ce que tu veux faire, non, c'est dangereux. Évidemment, c'est bien qu'ils aient enlevé ça, non? Salutations. Christy Krantz, salutations. Salutations, Christy encore. Personne parmi ceux que je connais n'a relié son téléphone portable à son corps, moi y compris. Que pensez-vous qu'il va se passer? Que ce sera annulé ou pas? Non, je pense, attention, non, ça ne les arrange pas de les annuler, imagine. Quoi donc? Les lignes téléphoniques. Les lignes téléphoniques, et non. Je ne pense pas. Salutations à Arpabé aussi, et il dit que... Ah, comment ça va? Il dit, c'était quoi cette histoire? Ça m'est arrivé, je crois, c'est de deuxième. Oui, deuxième. Ah. D'accord. Par là, n'est-ce pas? Parmi les premiers. Salut ICMT, j'arrive à Allez-y, j'arrive, et tout de suite ils disent les likes, et moi très obéissante, je vais vite en mettre un. Salut ICMT, comment ça va? Un grand salut à Vicky, il dit jusqu'à ce que je vous rejoigne en direct. Salutations. Vicky, merci beaucoup Vicky, comment vas-tu? Un énorme salut, il dit. J'adore l'histoire du burrito, il dit. Merci, salutations Vicky. C'était vraiment génial. Oui, salut à Carlos Martinez aussi, comment vas-tu? Marilena, n'est-ce pas? Comment vas-tu Marilena? Un salut à Tehuacan, Puebla. Bonjour Marilena, comment vas-tu?
Il dit à Carlos, salutations, excellent. Eh bien, très bonne soirée aussi. Un grand salut à tous ceux qui nous regardent plus tard, merci aussi. Merci beaucoup de nous accompagner. Et si tu regardes ça plus tard, eh bien, aide-nous aussi en partageant, laisse ton commentaire. Aide-nous aussi, ça nous aide énormément si vous partagez les vidéos. Salut à Gabriel Duran aussi et à Sheila en la Raja, également à Roublo. Nous saluons Alicia Sendegno et aussi Ruben Williams. Comment vas-tu, Ruben? Salut Ruben, salut. Beto Barba. Caribel, bonjour. Oui, qu'on annule le lien, oui, bien sûr. Et ce que je n'aime pas, c'est ce truc, comment ça s'appelle? Ce truc, le corps biométrique. Oui, Carlos. Il dit, Raoul, je ne peux pas plaire à tout le monde. Exactement. Exactement, et en plus même les pièces d'or, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Moi je ne veux pas de cette fichue pièce d'or, je préfère l'argent ou je préfère le bitcoin. » Salut Aaron Padilla, comment vas-tu Aaron? Salut, comment tu vas? Bonjour. Il dit « L'histoire de l'âne avec un cheval ne marche pas. » Il dit « Pourquoi ?» Non, c'est pareil, c'est la même chose. Non, parce que peut-être que le cheval dure plus longtemps, non? Mais de toute façon, non, c'est pareil, je vais toujours voir quelqu'un. Salutations à Piston et Rock, bonjour à tous, nous sommes de retour, je vous embrasse, je vous informe que dans 1 mois et demi j'attends mon 2e enfant, et d'autre part, je suis en stage dans le cadre de ma licence en travail social. Salutations d'Uruguay, salut Pistons, beaucoup de bonheur. Un grand bonjour, eh bien c'est toute une expérience, ce qui est intéressant avec le 2e enfant, c'est que, eh bien c'est évidemment une expérience différente. Chaque enfant a un papa différent, j'ai besoin d'un papa différent. Oui, j'ai besoin que tu sois différent parce que, évidemment, mais ce que tu as appris te sert. Oui. Définitivement. Il l'a appris, oui, ça te sert. Mais tu te rends compte que c'est vraiment différent? Mais qu'ils sont différents? Oui. Oui, dans notre cas, le premier était très calme. Il fallait le pousser pour qu'il soit actif, alors que l'autre, très fou et énergique, il fallait au contraire le calmer sur le ring. C'est-à-dire, oui, non, c'est incroyable ce que tu dis, donc ce que j'ai appris, maintenant je dois continuer à innover. Regarde, il est apparu ici. Il est parti de Santa Rosa. Oh, pourvu qu'on ne voit pas un petit stand. Un stand. Un petit stand, Sally? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu y es déjà allé? Tu dis qu'il y a beaucoup d'inondations à Tucumán, il pleut depuis 2 mois. Salutations. Où étais-tu, Sally? Comment vas-tu? Je te souhaite une excellente santé. Tu sais, en parlant d'inondations, j'espère que toi et ta famille allez bien. Ici aussi, il pleut depuis 1 jour. Enfin, non. 1 semaine. On est déjà samedi. 1 semaine, mais pas en continu. Non, disons par intermittence, mais si tu accroches quelque chose, tout... Jamais. Mais aujourd'hui, oui, c'était continu. Aujourd'hui, c'était vraiment continu, des heures, en train de pleuvoir. Alors, ils vont arriver à la Coupe du Monde et ils ne verront pas Monterrey tout sec. Ils vont le voir avec des petits arbres verts et tout ça. Et en plus, on a récupéré l'eau que les États-Unis nous avaient prise. Ah oui, ils nous l'ont déjà rendue. Le bon Dieu nous a dit « Regarde, l'eau que Trump avait emportée nous revient déjà. » Et une en plus avec la bénédiction et tout le tralala. Oui, parce que nous, on est impolis, même avec le pape. Voilà. Et l'oncle Richie dit de ne pas permettre que le téléphone se connecte et il explique comment faire. Ah, je ne savais pas ça. Non. Eh bien, c'est bien. Je veux dire, il faut qu'il y ait plus de gens de l'opposition qui soient intelligents. Je veux dire, je ne dis pas qu'il soit intelligent, je ne sais pas, parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser quelle proposition il apporte. Mais au moins, il a été intelligent sur les réseaux, non? Et en ce sens, oui, on peut lui reconnaître ça. Il y a très peu d'options, disons, d'opposition, on va dire. Beaucoup de gens drôles, beaucoup de gens excellents pour faire de la critique avec de l'humour, ce qui est très classique ici au Mexique, et c'est bien. C'est la meilleure façon, non? Parce que c'est la manière la plus facile d'entrer. Il existe différentes façons de voir les choses, ça ne doit pas être une seule façon de voir les choses. Il dit, Seria me demande, si tu voyais le drapeau des États-Unis dans un centre commercial, sur un mât, qu'est-ce que tu ressentirais? Sur un mât? Eh bien non, rien du tout. Tu veux dire ici au Mexique qu'il y aurait un drapeau des États-Unis? Eh ben oui, il faut... Ou quoi? Non, il y en a, mais je n'ai jamais vu ça. Non? Non. Dehors, devant les hôtels? Non, mais il y a comme 7 drapeaux. Oui, États-Unis, Canada, Mexique. Mais non. S'il n'y avait qu'un seul drapeau, ce serait bizarre. Oui, ce serait bizarre, sincèrement. Je veux dire, ce serait comme... Mais non, je ne l'ai jamais vu comme ça. Chaque fois qu'il y a un drapeau des États-Unis, il y en aura toujours un autre du Mexique, du Canada. Du moins, ici, c'est comme ça que je l'ai vu, non?
Enfin, et c'est étrange. Mais en supposant que nous ayons un voisin qui vient des États-Unis et qu'il mette le drapeau des États-Unis, eh bien oui, ici oui. Chez lui, qu'ils mettent ce qu'ils veulent. Mais s'ils le mettent en magasin, oui, ce serait étrange. Ce serait comme, par exemple... Chivi vient du Texas. N'a-t-il pas le droit d'afficher le drapeau? Non, je veux dire, non, il n'a pas le droit. Non, il devrait mettre un drapeau du Mexique. Oui, il pourrait en mettre un. Et il ne va pas le faire, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas. Je veux dire, s'il devait en mettre un, ce serait sûrement un du Mexique. Oui, non, parce qu'il s'est passé quelque chose là-bas à Guadalajara où Vicky dit « Oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas lié, et franchement, je ne veux pas le faire, je dois sûrement me tromper à ce sujet. Attends, Vicky, attends. Ne le relis pas. » Oui, eh bien, patience, on va voir ce qui se passe. Oui, mais je crois que la plupart, d'après ce que je vois, du moins ce que je ressens ici, c'est qu'ils ne veulent pas les lier. Bonsoir, Nicaragua 23, très bien. Il dit non dans un immense centre commercial à Guadalajara. C'est bizarre, vraiment. Ils l'ont demandé? Les gens ne se sont pas plaints, non? Juanita dit, quand je vois le drapeau des États-Unis, je me donne de l'argent. Le père de Novak dit, blague, dans votre CV, il est écrit que vous dépendez beaucoup de votre mère. C'est elle qui l'a écrit? Eh bien oui, il dépend beaucoup. Martin demande où est apparu ce virus de la mer et quels sont ses symptômes. Eh bien, regarde, ce virus ou cette chose qui provoque une réaction dans l'œil, quand la réaction devient très forte, tu peux développer quelque chose de similaire à, comment on appelle ça? Comme des cataractes ou des choses comme ça, ou à un niveau très extrême, mais c'est très rare. En fait, ce que ça provoque généralement, c'est quelque chose de similaire à une irritation, mais c'est quelque chose qui est encore en cours de développement. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas grand-chose. Ils ont dit avoir fait une découverte et poursuivent l'enquête sans donner beaucoup d'informations. Ils le publient dans une revue scientifique. J'en parle dans la vidéo. C'est publié dans quelle revue? Si quelqu'un est docteur ou intéressé, un biologiste par exemple. Ils le publient avec ce qui a été développé jusqu'à présent, car c'est toujours en développement, selon eux, et j'en parle aussi dans la vidéo. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'on fasse plus de recherches sur les animaux marins en lien avec d'éventuelles maladies que l'être humain pourrait développer, c'est-à-dire comme des virus ou des bactéries. Certains disent que les animaux marins sont une autre espèce, donc sans danger, mais il a été prouvé qu'ils peuvent en poser problème. Donc oui, c'est un sujet intéressant, mais il n'y a pas encore de détails. Très bien. N'est-ce pas? Martha Garza me demande, quand est-ce que cette pluie va s'arrêter? Eh bien, demain, ça devrait déjà baisser, mais ce week-end, un front froid arrive, mais il fera froid, apparemment sans pluie, juste un peu nuageux. Apparemment. Ada dit qu'ils ne la retireront pas de la liaison et continueront jusqu'à ce que la plupart d'entre nous soient lancés au cure et au téléphone. Tu penses, J'en doute vraiment, sincèrement, que ça va arriver. Qu'on fasse le pari, Ada l'a fait. Faisons des paris pour quelques bonbons du Nord. Eh bien, dimanche, il pleut aussi. Contre quelques douceurs là-bas, au centre-ville, Ada, ou je ne sais pas si c'est au centre. De bonnes sucreries? Oui, des douceurs pour apaiser les enfants. Oui, dimanche, il pleut aussi. Il pleut aussi, regarde un peu. Oui, c'est vraiment difficile ici. Il dit au changement. Quand je vois le drapeau, c'est encore dimanche. Et puis le mercredi? Le changement, dit-il, en voyant le drapeau, les enfants, la guerre ou le pillage des richesses minérales, dit Ruben. Et ils n'ont pas demandé. Mercedes Tapatia. Mercedes, comment ça va? Elle dit, eh bien, il y a un drapeau en l'honneur de devant un hôtel. Et je viens de demander à l'hôtel, et une jeune femme m'a répondu. Je lui ai exprimé mon mécontentement, elle ignorait aussi pourquoi il était là, et était d'accord avec moi. Moi non plus, je ne savais pas. Et elle était d'accord que ce n'était pas normal, enfin, c'est fou. Elle dit, et apparemment elle n'a pas non plus enregistré mon numéro de portable. La bactérie est déjà comme de la viande, dans la chair. Oui, je m'en souviens. Elle date un peu, non? Tamae et Koluna, comment vas-tu? Bonjour? Tapatia, excellent. Merci pour le sujet. Non, je ne connais pas. Ce serait quel molle? Autant demander tout de suite. Quel est le molle? Il dit que la bactérie est déjà dans la chair. On en parlait déjà. Il dit, moi non plus je ne vais pas enregistrer mon portable. Oui. Salutations Chelito Charles. Comment vas-tu, Chelito? Salutations, Chelito. Ceux qui? Ceux d'entre nous qui avons c'est-à-dire qui demandons le RFC et qui avons un contrat de service et tout ça, je crois qu'on te le demande dès le début. C'est-à-dire que ça, d'après moi, oui, on te le demande. C'est-à-dire, oui.
Je l'ai sûrement déjà donné il y a des années, mais ils le demandent là-bas. Maintenant que c'est obligatoire, ils vont me le demander. Bórrenme, por favor. Par esprit de contradiction, juste pour dire non, pourquoi pas? Contrarosso. Dit Soli. Nous, ça va, heureusement, mais les gens qui vivent dans les zones basses ont été très touchés. Beaucoup de gens, vraiment, se sont retrouvés sans rien. Et pour les disparus, oui, je les vois, mais en différé, beaucoup de travail pour eux. Eh bien, c'est bien que tu aies du travail, Soli. Un grand bonjour. Et donc, oui. Oui, j'ai vu comment ça se passe par là. Oui, ça nous est arrivé de temps en temps, mais je ne savais pas que c'était si grave, cette situation. Soli, prends soin de toi, il dit. Voilà, Claudio, elle est très têtue, et si elle va le faire à cause de notre malchance, il dit. Adaiso, tu crois vraiment que ça va continuer? On va voir comment ça se passe, Adaiso. Je t'envoie un grand bonjour. Il dit, mais qui d'autre a un contrat? Bon, ceux qui veulent le dire, d'après moi, celui qui a un contrat là-bas, normalement, on te donne toutes les informations. Oui, c'est bien enregistré, parce que c'est un contrat, c'est un crédit, etc. Donc là, oui, c'est bien le cas. Mais si toi, tu as Le problème pour beaucoup ici, ça a été qu'il y a un manque de contrôle dans l'enregistrement. Et donc, d'un côté, tu te dis, c'est cool qu'il n'y ait pas autant de contrôle, mais d'un autre côté, tu te dis aussi que ce manque de contrôle qu'il y a eu, c'est pour savoir en fait qui fait de mauvaises choses, sauf que le problème, c'est que ceux qui font de mauvaises choses sont très malins. Et eux, ils ne vont pas s'enregistrer, ils vont enregistrer d'autres personnes. Donc au final, tout le monde finit par être enregistré, sauf les délinquants, pour ainsi dire. Donc c'est un problème. On nous vend toujours l'idée que pour plus de sécurité, on va nous contrôler davantage. Tu contrôles les gens qui étaient déjà sympas, qui étaient déjà tranquilles, et les incontrôlables, quoi qu'il arrive, continuent à faire ce qu'ils veulent, bien sûr, dit Marilena. Comment vas-tu, Francisco Tapati? Bon, allons-y. Allons-y les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp, dit-elle. Commentaire, ma fille a 8 ans à l'école de langue, financée par le consulat. Ici aux affaires étrangères, c'est pourquoi je dis que peut-être lors d'un événement, par exemple aux affaires étrangères, s'ils en ont, selon moi, à l'intérieur, oui, avec ce dont ils ont le plus envie. Oui, bon, mais eux, ils sont déjà davantage une institution américaine à part entière. Et eux, ils ont donc une connexion avec l'ambassade, oui, avec l'ambassade et tout ça. Ça, c'est déjà un autre sujet, n'est-ce pas? Exactement, mais oui, bien vu, Christy. Ici aussi, il y a un centre de langue comme ça, et donc ils te font passer le TOEFL, l'officiel et tout ça. Donc oui, c'est sympa ça, mais ici, ça s'achète normalement en magasin, parce que d'habitude, je fais très attention. C'est-à-dire, ils mettent en plusieurs drapeaux. Mais c'est curieux, il dit. Dans mon enfance, on n'utilisait pas de téléphone, et j'ai survécu. Mais tout juste, on a à peine survécu. Je ne sais pas comment. On ne sait même pas comment on a fait. L'autre jour, je croyais avoir perdu mon portable, mais en fait, c'est Astrid qui l'avait pris. Entonces, Qui suis-je? Très lucide. Tu as pris une photo parce que, enfin, on était là. J'ai pris un cours de sport supplémentaire et Astrid et mon fils aîné sont partis marcher sur un circuit qui se trouve là-bas. Et je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment, je leur ai passé le portable ou quelque chose comme ça. Oui, tu me l'as donné? Je ne m'en souvenais pas et je n'avais pas mon sac à dos, alors je me suis demandé si quelqu'un l'avait pris et ce qui se passait. Je dis que ce sont des gens en qui j'ai vraiment confiance et tout, mais bon, tu commences à te poser des questions, non? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne sais pas quoi, mais tu ne te rends même pas compte que tu as perdu parce que je ne savais même pas où ils étaient partis, ni dans quelle direction. Enfin, je me doutais à peu près où ils étaient, non? Mais tu te rends compte à quel point tu es hyper dépendant? Et avant, tout était très organisé, enfin, tu t'organisais toujours. Bon, ok, on va se retrouver à ce point-là. Bon, à peu près à cette heure-là, je serai par là, mais après, je vais marcher par là. Enfin, tu avais plus ou moins une idée, et maintenant, ce n'est plus le cas. On ne se dit rien, juste tu appelles, t'es où? Je suis là, ok, tu y vas, oui. Donc oui, on dépend beaucoup de ces trucs-là, non? On va voir, avoir un jour par semaine sans téléphone portable, pour voir si on peut survivre. Bien sûr qu'on peut. Bon, super, prends soin de toi, je t'embrasse très fort. On se voit demain dès le matin. On se voit demain pour la notification du direct et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram et X. Super, alors à demain, nous interrompons votre programme habituel. Merci d'avoir suivi La Vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel.
Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct avec Pépé au contrôle et Astrid qui dit les choses cash. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Reste à l'affût jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans la place.